Bonjour à tous, bienvenue à cette courte formation sur la loi 25. Je ne vois pas personne habituellement, je vois toujours mes interlocuteurs. Ça me déstabilise un petit peu, mais écoutez, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les participants à cette courte formation où l'on explore justement euh, la loi 25 et comment s'y conformer. Donc, je me présente. Mon nom est Jean-François Rodrigue. Je suis le fondateur de la page du groupe Facebook, pardonnez-moi, Comptabilité Fiscalité Québec. Donc, le groupe Comptabilité Fiscalité Québec a été fondé en 2016. Et puis, nous sommes rendus à maintenant un total de 26 400 membres, pardonnez-moi. Pour la plupart, vous êtes des comptables, des préparateurs d'impôts, des fiscalistes ou encore des personnes qui ont des questions là, relatives à la comptabilité et à la fiscalité. Donc, j'aimerais remercier là, d'entrée de jeu tous les pénalistes qui participeront à la formation. Monsieur Douville de INSEC-M, Monsieur Tellier de Secure Exchange, Madame Godreau de Secure Exchange et également Monsieur Sylvain Alain, qui est le directeur technologie de l'information là, au niveau de Conformité Québec. Donc, le groupe Facebook est exploité par Comptabilité Fiscalité Québec, pardonnez-moi, par mon entreprise qui est Conformité Québec. Conformité Québec se spécialise là, dans la préparation d'impôts personnels et également dans la représentation dans le cadre de litige fiscal. Et puis, pour ce qui est, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de pourquoi cette formation, ce webinaire. C'est que tout comme beaucoup d'entre vous qui effectuons des préparations d'impôts, bien, écoutez, on a été impacté de plein fouet par la loi 25 et ses exigences. Et puis, la décision de créer cet événement-là vient justement là, d'un problème. Donc, euh, en septembre 2023, je n'étais pas prêt pour la loi 25. J'ai lu la loi 25, j'ai compris la loi 25, puis j'ai compris là, que le non-respect de la loi 25 pouvait apporter des conséquences très graves pour moi en tant que responsable de la sécurité des renseignements confidentiels et également pour l'entreprise. Donc, j'ai fait appel à mon collègue, M. Alain, pour me bâtir là, une infrastructure TI qui permettrait d'assurer la confidentialité des renseignements personnels et de me positionner comme une entreprise là, qui respecte les lois. Donc, le nom de notre entreprise est Conformité Québec. On ne voudrait pas être non conforme là, pour cet aspect de la loi. Donc, écoutez, bienvenue à cet événement. Je passe la parole sans plus tarder à notre premier panéliste, M. Douville, qui provient de INSEC-M. Puis, Rémi, je te laisse présenter là, qu'est-ce qu'est INSEC-M. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis Rémi, j'ai 10 ans d'expérience en TI, j'ai 6 ans d'expérience en cybersécurité. Aujourd'hui, je travaille pour INSECEM, qui est la grappe de la cybersécurité au Québec. C'est-à-dire que nous sommes tout simplement un organisme, une OBNL, financé par le Québec pour les PME au Québec, tout simplement. Je suis chargé du programme Ma Loi 25. C'est un programme tout simplement d'aide aux PME, donc un programme subventionné pour pouvoir aider les PME à tout simplement mettre en place la loi 25 dans leurs entreprises. Normalement, vous devez voir ma présentation. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vais vous parler un peu de tout, comment nous, on se déroule, comment la loi 25 se déroule, un peu rapidement, mine de rien, on n'a pas tout le temps nécessaire pour aborder tous les sujets. Mais ça devrait quand même être possible d'aborder les sujets principaux. Aujourd'hui, quand on parle de protection des renseignements personnels, c'est une préoccupation quand même majeure au Québec, mais aussi au Canada. Tout simplement, on a la bonne mémoire, on a notre cher ami Desjardins avec les fuites énormes de données qui se passent régulièrement. On a aussi énormément de problèmes là-dessus avec la copie d'identité, le problème sur la création des comptes et des crédits volés, etc., etc. C'est quand même un outil qui est utilisé souvent par les cyberactivistes et qui tout simplement pose problème aujourd'hui aux personnes.
Il faut savoir tout simplement qu'au Québec, une PME sur deux a subi aujourd'hui une attaque cybersécurité, une perte de données. Donc, ça commence à faire quand même énormément. Ça touche vraiment tout le monde. Plus seulement que les gros, ça va vraiment venir vous toucher vous et impacter vos clients et puis toutes les personnes dans votre entourage. On va d'abord quand même rappeler ce qu'est un renseignement personnel. C'est tout ce renseignement qui concerne une personne physique. On va parler d'adresse mail, on va parler de date de naissance, de date d'inscription sur un site de rencontre, absolument toute la donnée qui va concerner une personne et qui va permettre directement ou indirectement de l'identifier. Aujourd'hui, si vous avez une adresse mail, que vous avez une adresse physique, c'est assez simple de retrouver une personne et puis de tout de l'identifier. Donc, le but pour les sociétés de nos jours, c'est quand même de faire attention à ça et de ne pas permettre l'identification en cas de vol de la donnée. Donc, on va parler d'anonymisation, on va parler aussi de suppression de données. Petite particularité, encore une fois, les renseignements personnels ne sont pas forcément sensibles, ils peuvent l'être ou non. Aujourd'hui, j'ai votre NAS, effectivement, c'est une donnée personnelle extrêmement sensible. Et encore une fois, on peut protéger ces données. C'est ça que vous devez faire aujourd'hui avec cette loi, c'est les protéger. Comme ici, on peut le voir, on parle d'anonymisation ou de dépersonnalisation. Donc aujourd'hui, si vous cherchez une personne de 28 ans dans un quartier à Montréal ou ailleurs, en fait, c'est quasiment impossible de retrouver cette personne. Par contre, donc, on est sur une dépersonnalisation et pour une anonymisation, tout simplement, on va aller encore plus loin à vouloir même garder que les infos qui pourraient être utiles à votre société plus tard sans avoir moyen de remonter jusqu'à elle. C'est vraiment cette chose-là qu'il faut garder en tête, se dire que la donnée ne doit pas pouvoir être utilisée pour remonter jusqu'à une personne. On va parler aussi de ce point-là, le consentement. C'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui. Vous devez l'avoir remarqué sur beaucoup de sites web. Ça commence à arriver que tout simplement, vous allez devoir accepter la collecte de vos données personnelles, donc des cookies. Ça a déjà bien commencé, puis ça continue. Et puis de toute façon, selon la loi, tout le monde devrait l'avoir fait. Aujourd'hui, on a quand même des critères de validité qui sont importants. Le consentement doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Donc, on accepte qu'on récupère nos données, c'est pour une chose qui est bien spécifique et qui est bien précisée et notée, que ça doit être en termes clairs et simples, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit compréhensible par tout le monde. Et on a toujours cette chose importante de durée limitée. Aujourd'hui, il faut vraiment garder en tête que ça ne sert à rien de garder de la donnée pendant 80 ans ou 50 ans. Aujourd'hui, de la donnée, je prends l'exemple le plus typique, un CV, vous le gardez pendant 1 an ou 2, mais après, la personne a évolué, a changé, a peut-être passé des formations, n'habite plus au même endroit. Donc, en fait, le CV, il est inutile. Il n'est plus utilisable puisque la donnée n'est plus correcte. Donc, tout simplement, vaut mieux la supprimer et le garder pour une durée limitée. Ce qu'on doit faire quand on collecte la donnée aussi en termes de consentement, c'est on doit informer la personne. C'est-à-dire aujourd'hui, on l'informe en lui disant attention, on prend telle et telle donnée, mais on va lui dire comment on la récupère, donc via du Google Ads, via un formulaire web ou autre. Et après, en fait, on va lui dire qu'est-ce qu'il a le droit de faire. Il a le droit à la rectification, il a le droit d'avoir accès à ces données, il a le droit à la suppression, il peut retirer aussi son consentement. Donc, en fait, c'est vraiment toujours se dire qu'on va donner un maximum d'infos au client ou à la personne avec qui on va traiter pour tout simplement qu'il puisse se retrouver correct avec les données, avoir toute l'information et qu'il puisse faire le nécessaire de son côté. Je vais rappeler rapidement les points d'attention prioritaires. On va devoir nommer un responsable de la protection des renseignements personnels, mettre en œuvre des politiques et des pratiques encadrant la gouvernance des renseignements personnels, qui vient d'une politique de confidentialité, les politiques web, etc. Et puis, il y en a pas mal d'autres de processus à mettre en place. On va devoir faire des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée. Alors ça, c'est vraiment un morceau très, très gros qui n'est pas à la portée de tout le monde, mais qui est quelque chose qui est vraiment très important pour
tout changement de vos SI ou tout simplement changement dans vos sociétés. Aussi pour toutes les données qui sortent à l'extérieur du Québec, il faut faire une EFVP. Il va falloir être capable de gérer et de répondre aux incidents de confidentialité qui ne sont pas forcément la même chose qu'un incident de sécurité. Et il va falloir pouvoir mettre en place des mesures de sécurité pour pouvoir assurer la protection de ces renseignements personnels. Je vais parler aussi un petit bout de sécurité et de cybersécurité surtout. On a des enjeux pour protéger la donnée parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est très compliqué. On a quand même de la chance justement de pouvoir travailler avec des partenaires tout simplement comme Secure Exchange ou autres qui vont pouvoir vous permettre d'avoir une meilleure sécurité, un peu plus simplement, un peu plus basiquement, de pouvoir venir faire une action directe aussi sur la donnée pour pouvoir la protéger. La protection de la donnée personnelle, elle est compliquée aujourd'hui. Ce n'est pas non plus simple. C'est quelque chose où il vaut mieux se faire accompagner pour pouvoir le faire et pour pouvoir mettre en place les bonnes mesures. C'est tout un cheminement, cette sécurité. On parle souvent d'un cycle de vie pour la donnée, comme je vous le disais. Vous la collectez, vous l'utilisez, soit l'anonymisez, la détruisez ou autre. La même chose pour de la protection. On va devoir identifier la donnée, on va devoir la protéger, puis on va devoir mettre en place des systèmes de détection pour savoir si cette donnée est toujours correcte. Et puis derrière, on va devoir répondre à ces fameux incidents et puis après, on aura un retour à la normale. On a souvent ce type de souci avec les ransomware, notamment, où du coup, ça peut venir vous bloquer totalement vos systèmes. Il faut vous dire qu'il y a des procédures PCA, PRA, donc c'est des plans de continuité ou des plans de reprise d'activité qui vous permettent tout simplement de répondre à ces problèmes-là. Bien sûr, c'est des processus à mettre en place, mais qui sont jamais simples à mettre en place tout seul quand on ne fait pas partie du métier. L'important à se poser, c'est toujours des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'incident? On va chercher qui, combien, quoi, quand, où et pourquoi. Donc, toujours sur la même chose. Qui, c'est quelles sont les personnes concernées par l'incident? Combien, c'est combien sont concernés, tout simplement. Si vous n'avez qu'une personne non concernée ou 1500 de vos clients, ce n'est pas la même chose. Et quoi, ça va être très important, c'est la nature des renseignements personnels qui ont été extirpés ou sur lesquels il y a eu le problème. Encore une fois, si on a un problème sur un nom et un prénom, ça va. Si c'est un problème sur les cartes de crédit de vos clients, ça devient plus problématique. Et sur les NAS de vos employés, c'est encore pire. Et puis, où il a eu lieu et surtout le quand, pourquoi? Parce que tout simplement, un incident, aujourd'hui, on le remarque souvent à peu près entre 180 et 300 jours après qu'il y ait lieu. C'est-à-dire que souvent, on le remarque beaucoup trop tard. Donc, il faut pouvoir mettre en place justement des fameux systèmes de détection pour pouvoir réduire ce temps et puis pouvoir agir au plus rapidement. Et puis, c'est ce que c'est au sein de l'organisation? Est-ce que c'est chez un de vos partenaires où il y a eu une fuite? Ou est-ce que tout simplement, c'est quel secteur? Et enfin, le pourquoi, quelles sont les causes? C'est tout simplement pour pouvoir commencer à faire de la remédiation et pour pouvoir remettre en place plus de sécurité afin de protéger et d'éviter un surincident. Encore une fois, je vais le rappeler, j'en ai déjà parlé, c'est que la donnée la plus facile à sécuriser, c'est celle qu'on n'a pas ou celle qu'on ne garde pas. Moins on a de données, mieux on se porte. Et puis, du coup, moins on a à protéger et moins on a de risques, tout simplement. Aujourd'hui, moi, je représente INSECEM, je représente le programme à loi 25. Le Québec a été un premier à imposer qu'on est inspiré de la RGPD européenne, donc la loi 25, qui est vraiment un bon moyen de pouvoir travailler justement avec l'Europe et puis quelques autres endroits dans le monde qui ont commencé aussi à faire l'effort. Il faut savoir que le Québec a surtout en avance sur le Canada, tout simplement parce que le Canada n'a pas encore sorti sa loi. C'est une loi qui s'appellera la C27, si je ne dis pas de bêtises, et tout simplement qui va rajouter une couche ou se mettre à niveau de la loi 25. Donc, ce qu'on sait pour le moment, c'est que tout simplement, le Québec est en avance. Cette loi 25, de toute façon, il va falloir la faire parce que si le Canada l'oblige derrière, il y aura toujours une loi pour la faire. Donc, le Canada a cette avance-là et ce qui permet aussi, grâce à des programmes comme le mien, de pouvoir vous aider à les mettre en place en avance et d'être en avance sur tout le Canada et puis le reste un peu aussi du Nord-Amérique.
On va rappeler le moment un peu douloureux, un peu compliqué. Aujourd'hui, il y avait vraiment 3 phases sur ce programme. Une toujours au 22 septembre, donc 2022, 2023 et 2024. Je vais vous parler au moins de ces 2 premières phases où il y avait pas mal de choses à faire et surtout en septembre 2023, c'est parti pour les sanctions. Donc c'est la CAI, ça s'appelle la CAI, qui est la Commission d'accès à l'information du Québec, qui va pouvoir tout simplement venir mettre ces sanctions et puis pouvoir inspecter vos sociétés pour faire des audits et voir si vous êtes conforme avec la loi. Aujourd'hui, on vous parle de 25 millions de sanctions ou 4% de chiffre d'affaires. Ce n'est pas vraiment ça qui va concerner les PME. Des sommes astronomiques comme ça vont plutôt concerner les grosses sociétés. C'est des choses qui vont arriver. Aujourd'hui, en Europe, on a Meta qui a pris 2 milliards d'amendes parce qu'ils ne respectaient pas la RGPD européenne. Donc, c'est quand même assez conséquent, même pour une société comme Meta ou Facebook. C'est juste non négligeable. Pour des PME, par contre, tout simplement, c'est des amendes qui peuvent aller certainement entre 2 000 et puis du 20 000, 30 000 dollars. Bien sûr, c'est cumulable en fonction des choses que vous n'avez pas faites, si vous ne respectez pas correctement. Et puis, tout simplement, si on passe d'une sanction administrative ou à une sanction pénale, si vous avez un incident et que vous avez perdu des données extrêmement sensibles, du coup, il y a moyen que si vous n'avez absolument rien fait pour cette loi, que ça passe au pénal et que là, les chiffres vont monter à plusieurs centaines de milliers, bien sûr. La CAI a commencé les inspections. Donc, en fait, oui, ça peut tomber chez le voisin, oui, ça risque de pas tomber chez vous, mais si ça tombe chez vous, hélas, ça sera un peu trop tard. Aujourd'hui, ce que nous, on propose, mine de rien, c'est d'aider environ 25 000 organisations. On a déjà commencé, ça se passe très, très bien depuis 2 ans. Ce programme est subventionné par le Québec, encore une fois, par le MEIE, plus exactement. Et en fait, tout simplement, on va aider les sociétés à adapter toutes les bonnes pratiques et de venir essayer de combler au maximum tous les points concernant cette loi 25. C'est une aide, encore une fois, avec les tarifs avantageux qui vous permet d'avoir pendant environ une quinzaine d'heures un expert en cybersécurité qui va venir vous former et vous accompagner à la mise en place de cette loi 25. Donc, tout simplement, pendant 14 heures, vous allez avoir accès à un expert en cybersécurité tout du long et vous devrez sortir au bout de ces 14 heures avec quasiment une conformité loi 25. Le tarif avantageux, c'est 1 100 dollars. J'en parle très rapidement et puis de toute façon, vous pourrez aller voir sur notre site web. Il comporte un autodiagnostic, une formation de 2 heures et puis 12 heures d'accompagnement. Et en fait, tout simplement, 1 100 dollars, c'est le tarif subventionné. Et du coup, c'est quand même une très bonne affaire pour vous si vous voulez vous lancer dans la loi 25. Je vous laisse ceci. Vous en faites pas, c'est un bon QR code. Je vais pas vous faire il n'y aura pas de problème avec ça. Et puis, vous pourrez tout simplement aller voir sur le site moi25.ca. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ça sera tout pour moi. Et puis, du coup, je vais pouvoir laisser ma place à notre cher ami Jonathan, pardon, qui va pouvoir présenter une de ces solutions. Donc, Jonathan fait partie de Secure Exchange, qui sont membres de notre de INSECEM, donc, et qui représentent très fermement, de toute façon, la grève québécoise de la cybersécurité. Je t'en prie, Jonathan. Merci beaucoup, Rémi. Je vais juste répondre à sa question, si tu le permets, juste avant. Oui. Le programme, il est disponible pour toutes les sociétés, donc toutes les PME. Donc, absolument tout le monde doit se conformer à partir du moment où vous touchez à de la donnée. Que vous soyez seul ou 150, le maximum, c'est 500 personnes que l'on prend. Mais il y a toujours possibilité d'avoir accès au programme, même pour un travailleur autonome. Voilà. Parfait. Tu vas devoir arrêter de partager ton écran pour que je puisse le faire. Merci beaucoup. Parfait. Donc, merci beaucoup, Rémi. Puis, en fait, je vais faire le pont directement. Qu'est-ce que Rémi vient de présenter? C'est que pour la loi 25, bien sûr, c'est tout un cycle de vie de la donnée. Pour nous, Secure Exchange, vraiment, on est au niveau de la protection de la donnée. Donc, puis comme Rémi l'a mentionné, la donnée la plus facile à sécuriser, c'est celle qu'on ne capte pas, qu'on ne garde pas. C'est un petit peu un principe de base chez Secure Exchange où on a décidé de ne pas avoir accès à la donnée. Donc, toutes nos méthodologies qui sont brevetées
en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, sont basés sur ça. Je pense que l'autre chose à dire, c'est que Secure Exchange, c'est une compagnie québécoise. Ça fait plus de 7 ans qu'on est en action. Donc, on était précurseur un petit peu à la loi, mais vraiment, on vient très bien supporter la loi 25 pour y être conforme au niveau de la communication des données. Donc, qu'est-ce que Secure Exchange? Rapidement, là, je vais tout de suite, en fait, vous faire une démonstration comme ça. Vous allez voir que le produit parle par lui-même, mais juste pour le mettre en contexte, Secure Exchange, c'est d'abord et avant tout la sécurité du courriel. On est directement intégré à Outlook ou Gmail et même à vos applications métiers de façon programmatique à travers un SDK. Donc, vous pourriez partir directement de CCHI Firm, de Profile ou peu importe une autre solution, puis automatiser vos processus d'affaires. Puisqu'on est intégré à ces solutions-là, ça nous permet d'envoyer des courriels et de recevoir, d'aller récupérer des données confidentielles de vos clients sans que vous ayez vraiment à changer vos pratiques courantes. Puis comme en plus, le courriel permet d'envoyer des pièces jointes et puis qu'on a le contrôle sur les pièces jointes, mais on n'a plus la limitation du courriel conventionnel à 20 mégaoctets. En fait, on peut aller jusqu'à 25 gigaoctets en passant par Secure Exchange. Donc, on peut jouer dans le realm des solutions de transfert de fichiers. Et puis, comme la plupart des solutions qui sont présentes là, présentement pour les signatures numériques passent par le courriel, ben c'est inclus aussi dans nos licences. Donc, vous êtes en mesure de faire la signature numérique. L'avantage, encore une fois, de Secure Exchange, c'est qu'on ne capte pas la donnée. Vous n'avez pas à partager la donnée avec nous. Okay? Puis de façon au niveau plus pour plus la conformité, donc très utile pour la loi 25, ben on vous offre la traçabilité complète de toutes les communications, donc l'ouverture, le téléchargement des documents. Vous pouvez effacer un document avant qu'il soit lu par votre interlocuteur. On a une voûte documentaire complète pour être capable d'avoir, oui, l'information de nos communications, mais de façon sécuritaire. On a parlé de rançon logicielle, mais un des facteurs les plus coûteux au monde, c'est la compromission de la boîte courriel. Donc, s'il y a quelqu'un, puis comme Rémi le disait, ça peut être c'est tout près d'1 an pour qu'on découvre ces logiciels espions-là. Donc, pendant longtemps, nos clients, les fraudeurs peuvent avoir accès à l'information de nos clients sans qu'on le sache, puis peuvent monétiser cette information-là. Donc, si on le découvre 1 an après, il faut beaucoup de travail à faire là, pour être capable de revenir puis contenir les dégâts. Et puis, on a aussi un petit outil d'analyse de vulnérabilité qui est complètement gratuit, qui peut être vraiment utile pour voir à quel point votre boîte courriel détient des renseignements confidentiels. Donc, pour mettre la table, là, je vais juste vous montrer. Ça, c'est le processus typique d'un courriel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il y a des copies qui sont laissées tout le long de la chaîne de livraison du courriel et un fraudeur a besoin d'un accès à l'un de ces points-là pour avoir accès à l'entièreté de vos communications. C'est ça qui est vraiment dangereux. Puis, dans le fond, nous, on veut vous protéger à ça. Si vous ajoutez un tiers, comme justement une solution de service de signature numérique, un portail web, que ce soit un répertoire infonuagique, bien, comme il est exposé à l'Internet, c'est un autre point de vulnérabilité. Il s'agit d'un mot de passe faible, il s'agit d'une erreur humaine à la livraison de leur service. Ça peut donner accès à vos données. Okay? Comment fonctionne Secure Exchange différemment? Bien, tout simplement, on agit comme entremetteur pour les données confidentielles. Donc, vous allez toujours créer votre courriel. Le courriel un courriel qui part de votre boîte courriel à votre destinataire, qui, lui, va être en mesure de recréer la clé de déchiffrement pour se faire livrer le contenu que moi, j'aime bien illustrer comme un fourgon blindé numérique. Donc, toute cette information-là, quand elle est en transit, va être complètement chiffrée et puis même Secure Exchange n'aura pas accès à la clé de déchiffrement, ce qui rend la transaction très, très sécure. En fait, le plus haut niveau de sécurité qui existe sur le marché. Okay? Donc, pour illustrer tout ça, je vais vous montrer de quoi ça a l'air dans un environnement Outlook. Comme je vous dis, on supporte aussi l'environnement Gmail ou directement à vos applications métiers à travers un SDK ou un API. Okay? Fait que je vais vous montrer trois cas d'usage. Le premier, ça va être l'exemple d'envoyer à votre client son rapport d'impôt. Donc, pour ça, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me créer un courriel que j'ai
préétabli là, pour les besoins de la cause, là, pour la démonstration. Donc, je vais envoyer ça à mon client, Jonathan Tellier, et puis je l'envoie de ma boîte courriel. Fait que ça, c'est très important parce que votre client, le destinataire, va recevoir un courriel de votre part et non pas d'une tierce partie. Ça ne sera pas de Secure Exchange, ça ne sera pas d'une autre compagnie, ça va être de votre boîte courriel. Fait que je lui dis, voici les documents confidentiels, je le salue, puis je lui demande de sécuriser, de sauvegarder cette information-là dans un lieu sécure. Parce que, comme on l'a dit d'entrée de jeu, on ne garde pas la donnée. Donc, la donnée va être détruite après un maximum de temps. En fait, on permet un nombre d'ouverture ou un nombre de temps limite. Fait que je vais joindre un fichier ici. Puis là, je vais agir comme un comptable, mais ça pourrait être n'importe quelle information. Puis je vais aller chercher le rapport d'impôt de mon client et puis tout simplement l'attacher et l'envoyer. Présentement, comme vous voyez, je suis dans l'environnement en Outlook. Secure Exchange n'a pas interagi encore avec la donnée. Maintenant, c'est quand je vais faire envoyer que là, Secure Exchange va venir capter les données confidentielles qu'on veut sécuriser et puis va les chiffrer localement, puis va les transmettre pour vous à votre destinataire. Donc, on a plusieurs choix, là, mais je vais aller vite. Dans ce cas-ci, je vais tout simplement sécuriser les pièces jointes et non pas le message en entier. Donc, pas le corps du message et les pièces jointes, seulement les pièces jointes. J'ai le choix de rajouter un mot de passe ou un code SMS. Il faut voir ça comme une authentification à multiples facteurs. Fait que votre client, votre destinataire n'a jamais besoin de se créer un identifiant mot de passe. Donc, c'est beaucoup moins lourd pour lui, surtout dans les domaines financiers. C'est rare qu'on a des interactions journalières. Donc, souvent, on va se brancher sur le portail une fois par année en tant qu'utilisateur, en tant que client, et puis ça devient lourd de garder une multitude d'identifiants mots de passe. Tandis que là, on peut avoir un mot de passe unique qui peut être un pattern qu'on établit avec nos clients, avec un numéro. Ne pas utiliser, s'il vous plaît, le numéro d'assurance sociale. Comme le dit Rémi, Desjardins les a partagés avec tout le monde. Donc, je dis ça à la blague, là, mais pour vrai, l'idée, c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc, avoir un identifiant unique, les 3 derniers numéros de l'assurance sociale, le code postal, peu importe, là, mais mettre des choses que seul votre client va être capable de le retrouver. Mais l'autre chose qui est importante, c'est que la donnée va rester valide seulement pour soit 2 ouvertures dans ce cas-ci ou 30 jours. Donc, après ça, la donnée est irrécupérable par quiconque. Okay? Donc, ici, dans ce cas-ci, je vais tout simplement envoyer ça avec Secure Exchange pour vous montrer comment ça fonctionne. On va aller voir l'état du client par la suite, mais je vais vous montrer maintenant comment récupérer des documents. Fait que si on parle en fiscalité, en comptabilité, vous allez récupérer beaucoup de documents de vos clients qui sont confidentiels. Même des renseignements personnels pour la loi 25, c'est super important. Je pense juste là, bien qu'on est ici, on est des comptables et des fiscalistes, la réalité, c'est que certaines fois, vous devez récupérer, vous devez embaucher des gens. Donc, en ressources humaines, c'est très clair que le curriculum vitae, ben, il y a des données personnelles, il y a des renseignements personnels qui sont régis par la loi 25. Donc, il faut être en mesure d'aller les récupérer. Jean-François. Oui, Jonathan, je vais juste intervenir. Je donne un exemple bien concret, là. On a un nouveau client en impôt personnel. Donc, on a 2 choix, OK? Soit qu'on prend le téléphone, on lui demande ses renseignements personnels, ou encore, on automatise le processus. On se crée un formulaire PDF dynamique là, qui contient l'ensemble des données confidentielles qui sont requises de la part du client. Et par la suite, on utilise les fonctionnalités que Jonathan est en train de présenter justement pour recueillir de manière confidentielle et sécuriser ces renseignements-là. Donc, ce qu'on a, c'est un gain de temps. Hein? On ne fait pas la collecte d'informations par téléphone. On n'a pas à payer de réceptionniste ou de téléphoniste pour procéder à cette quête d'informations-là. Le client est responsable de nous transmettre ses renseignements et on reçoit le tout de manière sécurisée et confidentielle. Donc, un point hyper important là, pour tous les préparateurs d'impôts, là, pour qui la saison va commencer bientôt. Là, ce sont de très belles fonctionnalités. Merci, Jonathan. Merci beaucoup, Jean-François, c'est très bon apport. Donc, ici, pour continuer mon exemple, ici, pour être capable de récupérer de façon confidentielle ces données-là, j'envoie un courriel, encore une fois, à mon client. Je lui demande de déposer ses documents. Puis tout ce que j'ai à faire ici, c'est de cliquer on a un bouton spécifiquement pour ça, où on va venir inviter notre client à déposer ses documents confidentiels à ce lien-ci.
Donc, on n'a pas besoin de connaître cette personne-là si c'est un nouveau client qui n'est pas encore dans notre CRM, dans nos réseaux, dans nos systèmes, pardon. On peut quand même communiquer avec lui et c'est supporté par toutes les plateformes. Donc, ici, je vois qu'il y a une autre main levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la question, Jessica, ou s'il vous plaît? Et puis, Oui, donc, excuse-moi, oui, Jonathan. Juste, Sylvie, si vous avez une question, vous pouvez le taper dans l'onglet Q&A. Au bas là, du webinaire, vous avez un petit icône où vous pouvez poser votre question. Merci, Jonathan. excellent. Donc, ici, vous voyez, là, il y a un invité. Je vais juste faire un petit clin d'œil ici pour le deuxième icône. On pourra regarder ça ultérieurement. Mais comme on a parlé de récupérer des numéros de carte de crédit, par exemple, ben, ce deuxième onglet-là, icône ici, c'est vraiment spécialisé pour la récupération d'informations de carte de crédit. Donc, on va valider le numéro, tout ça. Mais encore une fois, tout ça va être détruit après l'utilisation. Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai tout simplement à faire envoyer. Dans ce cas-ci, je n'ai pas de pop-up de Secure Exchange parce que c'est prédéfini. Et de toute façon, encore une fois, avec mon analogie du fourgon blindé numérique, j'envoie un fourgon blindé numérique vide à un client. Donc, il n'y a rien à voler, mais le retour, lui, va être complètement chiffré de bout en bout. Okay? Donc, si maintenant j'agis comme le client, on va voir ici qu'on a reçu nos deux courriels. Ici, il y a le rapport d'impôt qui est disponible pour mon client. Pardon, mauvais écran. Et puis, on voit que le rapport d'impôt ne fait pas partie du courriel. Il a été extrait du courriel, mais on a quand même toutes ces informations. On a même son empreinte numérique pour être capable de le retracer de façon ultra précise. Et j'ai tout simplement besoin de faire télécharger pour être capable d'aller chercher mon dit rapport d'impôt. Okay? Là, vous voyez ici, on a fait c'est un petit logo fictif, mais ce serait juste le nom d'une compagnie, votre nom de compagnie, votre logo, tout ça est fait partie de notre marque blanche qui fait partie de chacune de nos licences. Dans le cas des dépôts de documents, ben, on retrouve le courriel. Votre client a tout simplement à faire déposer les documents sécurisés et puis à ce moment-ci, il peut venir déposer ces documents. Donc, quelque chose qui est très important aussi, c'est la facilité d'utilisation. Votre client, pour lui, il n'a pas été obligé de se brancher. Il a tout simplement à venir déposer ses documents et puis il peut déposer, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous pouvez déposer jusqu'à 2,5 gigaoctets. C'est notre licence pro. Donc, on a beaucoup moins de limitations. Je vous donne un exemple concret de tout ça. On a des agents qui font de la filature, des PA, là, pas des inspecteurs, mais des gens qui vont faire des filatures, puis ont beaucoup de vidéos puis d'audio, et puis ces documents-là prennent énormément de volume, et puis utilisent cette plateforme-là pour être capable de transmettre ça. Okay? Une fois que ça c'est fait, voici mes documents d'impôt, et puis j'ai tout simplement à faire envoyer comme client, et puis le tout est chiffré localement, donc ça ne quitte jamais le furteur de votre client, et c'est chiffré localement et retourné à votre boîte courriel. Donc, je reviens jouer le rôle du comptable ou du fiscaliste, et puis on voit que j'ai reçu tous les documents de mon client de façon sécuritaire. Je peux les lire pour les récupérer. C'est exactement la même chose qu'on vient de voir avec vos clients. Puis je vais terminer comme cas d'usage par de la signature numérique. La signature numérique, elle est incluse encore une fois et c'est aussi simple. Encore une fois, on ne quitte jamais l'interface de Outlook. On n'a jamais besoin de partager notre document avec Secure Exchange. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est utiliser l'onglet signature ici. Et puis, on va attacher notre document à signer. Je veux dire, par exemple, une procuration, comme Jean-François le mentionnait un petit peu plus tôt. Donc, je vais attacher ma procuration. Je vais dire à mon client de signer le document, puis je vais envoyer ce document-là directement de Outlook. Ici, ça va nous donner un nouvel encadré qui nous permet de définir les zones de signature. Comme une procuration, c'est un document légal qui ne change jamais, mais c'est possible de venir établir, je ne devrais pas dire jamais, mais très peu, mais de venir établir un gabarit. Donc, ce gabarit-ci, une fois qu'il est établi, encore une fois, vous pouvez faire ça par vous-même. Vous avez tout simplement à venir choisir le gabarit que vous voulez appliquer et puis l'appliquer à la personne qui doit signer. Il pourrait y avoir multiples signataires et puis je vais appliquer le modèle. Puis là, on va voir qu'il y a des petites boîtes qui se sont créées directement au bon endroit pour la signature. Okay?
L'avantage, c'est que Jonathan, excuse-moi, je pense oui. juste là aux préparateurs d'impôts qui sont dans la salle présentement. Là, je pense au fameux T183, TP1000, pour lesquels là, on doit obtenir une copie signée là, avant de transmettre les déclarations d'impôts. Là. Donc, en tout cas, c'est fabuleux pour cela, là, pour l'avoir utilisé. Je suis également courtier hypothécaire et puis pour faire signer des contrats de courtage hypothécaire, c'est magique. Là. Puis lorsque Jonathan parlait un petit peu plus tôt là, de facilité d'utilisation, ben, c'est vraiment, en tout cas pour Conformité Québec, c'est un critère essentiel parce qu'on fait affaire vraiment avec des personnes de tous âges et puis qui n'ont pas tous les mêmes capacités au niveau informatique. Et puis je vous dirais là, que même un analphabète numérique là, est en mesure de signer les fameux documents. Là. C'est tout, Jonathan. Merci. Mm. Ben, merci à toi. En fait, à la blague, là, le propriétaire de l'entreprise, Cédric Boivin, dit tout le temps qu'il fait passer le mom's test. Sa mère a 76 ans ou peut-être 78 maintenant, là, parce que mon information date, mais il dit toujours qu'il s'assure que sa mère est en mesure de tout faire par elle-même pour être capable de s'assurer que la simplicité fait partie de notre solution. Maintenant, ici, on a utilisé un gabarit, mais juste très brièvement, là, je vais juste rajouter une boîte pour vous montrer à quel point c'est simple. Ici, je voudrais faire rentrer le prénom de la personne. Ben, tout simplement à dessiner une boîte que je peux redimensionner. Je peux mettre requise ou non. Puis une fois que je suis content de la façon que ça s'est fait, je fais appliquer, puis je peux envoyer avec Secure Exchange. Okay? Comme vous voyez, c'est très simple. On n'a jamais eu la donnée. Et puis après ça, votre destinataire va tout simplement recevoir un courriel avec qu'on lui demande de signer. Je ne le ferai pas, c'est quelque chose que vous avez vu, mais si jamais vous voulez plus d'informations, vous avez juste à nous donner un petit coup de fil. Ensuite de ça, pour en savoir plus, allez sur secureexchange.com ou écrivez-nous à info@secureexchange.com. Ça nous fera plaisir de vous aider rendu là. Je vais terminer avant de donner la parole à Sylvain en disant qu'on a la pleine traçabilité et puis là, je n'ai pas accès à mon dossier, la pleine traçabilité de toutes les communications qui ont été faites avec vos clients. Vous avez juste à venir dans l'historique d'ouverture et puis vous avez chacune des communications qui a été faite. Okay? Donc, sans plus tarder, je retourne la parole. En fait, je vais donner la parole à Sylvain pour discuter des autres volets de la loi 25. Entre autres, là, comment ils peuvent vous accompagner, peuvent accompagner les entreprises pour s'y conformer et aussi leurs services professionnels en infrastructure et sécurité. À toi, Sylvain. Yes. Bonjour, merci. Je vais partager mon écran. Start sharing. OK. Donne-moi 2 secondes. Juste avant, est-ce que Jonathan, tu souhaites répondre aux questions que nous avons sur... Si tu veux, Jonathan, je peux te la poser là, pendant que. Ah ben, Oui. c'est bien prêt, mais je peux t'en poser peut-être juste une. Donc, la signature dans Outlook, c'est une option de plus ou tout le monde là. Donc, Ben, en fait, on a 3 niveaux de licence. Le premier niveau de licence qu'on appelle Eco n'a pas de pièce jointe, donc à ce moment-là, n'a pas la signature numérique, mais la licence avancée et Pro détiennent la signature numérique. Okay? Donc, c'est vraiment tous nos produits incluent la majorité de nos solutions. On n'a pas de différents modules finalement. Il faut juste prendre le bon niveau de licence. Il y a juste un petit point également, Jonathan. Mais écoutez, moi, je suis un comptable, donc je ne suis pas comptable, là, je suis préparateur d'impôts et puis les questions financières sont d'intérêt pour moi. Écoutez, c'est une solution également, Secure Exchange, pardonnez-moi, qui est également à un coût très bas. Là. Donc, même la licence Pro, pour Jonathan, je pense qu'elle se détaille à 12 par usager, quelque chose comme ça. Puis, pour 12,99. pour avoir plusieurs échanges avec Cédric Boivin, là, qui est CEO au niveau de Secure Exchange, ben, c'est un concern pour lui. C'est quelque chose qui est important pour lui de maintenir des bas coûts pour que la sécurité des communications là, soit accessible pour
toutes les entreprises. Donc, pas juste les grosses entreprises qui ont l'argent pour se payer un service TI au complet, là, vraiment pour l'ensemble des entreprises. Donc, je pense aux plus petits préparateurs d'impôts là, pour qui c'est un sideline ou une rentrée d'argent de côté, si on veut. Donc, c'est pas une dépense qui est faramineuse. Puis, c'est un outil là, qui s'intègre bien également là, à votre processus, à vos processus de travail. Merci. Merci, Jean-François. Donc, je vais commencer. Bonjour. Donc, Conformité Québec. OK. Là, lors de la présentation, on a vu la présentation de Rémi. C'était au niveau des processus, des procédures, l'encadrement de sécurité, ces choses-là. Jonathan, il a présenté la solution de transfert d'informations confidentielles. Maintenant, il reste le dernier morceau de robot qui est, une fois que vous avez la donnée dans votre entreprise, chez vous, là, il y a des étapes, il y a des choses à faire pour assurer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de la donnée. Puis ça, c'est pour la durée de vie utile. Donc, la loi 25, c'est carrément les trois principes au niveau de la disponibilité, de l'intégrité et de la confidentialité. La disponibilité des données, au sens de la loi, c'est qu'il faut qu'elle soit disponible en tout temps. Donc, chez vous, vous devez vous assurer dans votre entreprise que la donnée, elle est disponible. De plus, s'il y a un client qui quitte votre entreprise, bien, vous devez être en mesure d'être en mesure de la détruire et surtout d'être en mesure d'y donner. De plus, il y a la partie au niveau de la Commission de l'accès à l'information. Admettons qu'il y aurait un incident de déclaré concernant une fuite de données, un incident de confidentialité chez vous. Donc, vous devez collaborer avec la Commission d'accès à l'information et la disponibilité de la donnée, c'est super important dans ce contexte-là. De plus, vu que vous avez la donnée d'un client, vous devez en assurer l'intégralité. Donc, c'est l'intégrité de la donnée. Il ne faut pas qu'elle soit modifiée. Vous devez avoir des processus, des procédures et surtout des solutions technologiques pour vous assurer que la donnée ne sera pas modifiée. Exemple, un matin, vous arrivez, vous avez été attaqué par un ransomware, tous vos documents de votre clientèle sont chiffrés. Donc là, ça, c'est le genre d'incident qu'il ne faut pas qu'il arrive. Il faut qu'on ait des mécanismes de protection pour ce genre d'événement-là. Et le dernier volet, c'est la confidentialité des données. Donc, tout au long de la durée de vie de la donnée, vous devez vous assurer que la donnée est accédée de manière sécuritaire, que seulement les personnes qui doivent avoir accès ont accès au sein de votre entreprise. Et surtout, lorsque vous devez faire des échanges de données avec un tiers ou une autre personne dans le cadre de vos activités, vous devez vous assurer que lors de la transmission de la donnée, qu'elle est transmise de manière sécuritaire. Donc, c'est pour ça qu'on a la partie chiffrement qui est très importante. Puis, je vous dirais aussi qu'au niveau de la confidentialité des données, ceux qui utilisent encore des disques durs externes, des clés USB, bien maintenant, il faut que les données soient chiffrées sur vos disques durs. Donc, si vous avez un portable, bien, celui-ci doit être chiffré avec soit BitLocker ou des choses comme ça pour vous assurer que si vous faites voler votre portable, bien, au moins, les données sont chiffrées sur votre appareil. Prochaine slide. Donc, pour se conformer à la loi 25, il faut valider votre infrastructure. Donc, présentement, de la manière que vous travaillez, votre workflow, est-ce que vos processus, procédures et surtout
vos logiciels, les équipements que vous utilisez, est-ce que vous respectez la loi 25? Donc, ça peut être aussi simple qu'une personne qui travaille seule chez soi, ben, son portable est chiffré, elle a des copies de sauvegarde de ses données chiffrées, ça c'est sûr. Donc, ça c'est plus l'infrastructure de base. Donc, s'il arrive un incident, quelque chose, bon, ben, vos données qui sont au repos, selon la loi 25, bon, ben, ils sont chiffrés, ils sont sécuritaires. Vous échangez des informations, vous utilisez des outils de communication qui sont sécuritaires, c'est correct, tout est bon. Par contre, ceux qui ont plus qu'une personne, donc des PME de 2, 3, 10, 50 personnes, bon, ben, ceux qui utilisent des disques durs externes, ceux qui utilisent des clés USB, ceux qui utilisent des solutions infonuagiques de partage de fichiers, bon, ben, ça, ces choses-là, ça, il faut que ça soit validé. Donc, si vous êtes une PME de 10 personnes, bon, ben peut-être que l'utilisation d'un serveur de fichiers en local dans votre entreprise qui va permettre de sécuriser vos données en local, ça peut être le chiffrement du serveur de fichiers, le contrôle des accès, la gestion des accès, la journalisation des accès, etc. Ça peut être fait. Je vais juste donner, Sylvain, un petit Oui, exemple concret, là, puis, dans le fond, là, le cas type, là, le cas type de Conformité Québec, donc on est une firme qui font de la préparation d'impôts. La loi 25 arrive. Que fait-on? Que fait-on? Hein? Puis c'est là où j'ai interpellé Sylvain là, pour avoir un backup à ce niveau-là. Donc, on a fait un inventaire là, de ce que l'on avait comme données confidentielles. On a analysé là, la situation actuelle. Là, qu'est-ce que j'avais présentement là, chez Conformité Québec pour, si on veut, respecter la loi 25. Comme probablement certains d'entre vous, j'utilisais OneDrive pour partager les documents avec mes clients, là. Donc, j'envoyais un lien hypertexte vers un répertoire où où j'invitais le client là, à déposer ses données. Puis je me suis vite rendu compte que cette solution-là n'était pas vraiment, ne respectait pas la loi 25. Donc, ce que l'on a fait justement, là, c'est, puis également la donnée au repos. Donc, la donnée qui était sur mon portable, sur mon disque dur de portable. Oui, je faisais un backup de mon disque dur à une fréquence pas assez régulière, mais cette donnée-là n'était pas chiffrée. Donc, ce qu'on est venu faire là, concrètement chez Conformité Québec, on a analysé les données confidentielles. Par la suite, Sylvain m'a proposé d'installer un NAS à la maison. Le NAS est un genre de petit serveur qui contient des disques durs et qui contient l'ensemble des données confidentielles de ma clientèle. Donc, toutes les données confidentielles de ma clientèle sont maintenues sur le NAS. Le NAS, c'est une solution de stockage, si on veut. Donc, pour faire le parallèle avec la solution de Security Exchange, oui, on offre la solution pour la transmission des données, mais une fois que la donnée est chez vous, là, si vous la conservez sur votre disque dur non chiffré, on ne respecte pas la loi 25. Donc, pour ma part, l'une des solutions, ça a été de m'installer un NAS pour gérer la croissance. Donc, j'ai quelques ressources qui travaillent pour moi. Donc, je peux, à partir du NAS, là, donner des accès à des répertoires spécifiques à mes ressources qui travaillent de chez elles. Donc, c'est vraiment génial, puis ça assure là, un cloisonnement de l'information, puis ça assure également que Pascal, exemple, là, n'ait pas accès aux données de l'ensemble de la clientèle de Conformité Québec. Donc, s'il y a un incident ou quoi que ce soit, c'est facile là, de revenir aux sources. Donc, au niveau infrastructure TI, c'est l'offre de Conformité Québec, là. Analyse des besoins, proposition d'une infrastructure TI qui respecte la confidentialité des renseignements. Sur un autre plan, Sylvain, je te laisse poursuivre au niveau des oui, services conseils. oui. Donc, là, au niveau des services conseils, pour ceux qui vont avoir besoin d'aide, techniquement, tout le processus qui doit être fait, donc, c'est l'inventaire des données confidentielles, l'analyse de votre réalité technologique
Donc, si vous êtes dans une entreprise, il y a 1 à 10 personnes, 50 personnes, vous êtes chez vous à la maison, vous êtes seul. Donc là, tout le volet infrastructure, vos workflows, etc., ça, il faut que ça soit revu. Ensuite, là, il y a toute l'analyse des processus d'affaires. Donc, comment est-ce que vous communiquez avec votre clientèle? C'est quoi votre workflow, ces choses-là? Puis surtout, tout le volet au niveau du diagnostic pour la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données. Ça, c'est super important. Puis par la suite, ben là, on peut émettre des recommandations. Il y a des politiques et des processus que vous n'avez peut-être pas. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut instaurer. Et surtout, le volet, si vous voulez y aller de l'avant vers un S, vers toute autre solution, ben, on est en mesure de vous aider pour l'implanter. Puis il y a le volet formation aussi. Parce que, tu sais, mettre un serveur de fichiers dans une entreprise pour se conformer à la loi 25, ça, c'est une chose. Par contre, il y a tout le volet formation, gestion des accès, comment on fonctionne, c'est quoi le workflow quand on doit transmettre des informations, quand on travaille, parce que des fois, il y a plus qu'une personne qui doit travailler sur un dossier. Donc, c'est quoi les processus qu'il faut mettre en place? Fait que ça, c'est le genre de truc, c'est le genre de choses qu'on peut mettre en place avec vous. Puis c'est important de préciser, Sylvain, que Conformité Québec là, a été dernièrement accrédité là, pour accompagner justement les entreprises à la conformité à la loi 25. Donc, si vous désirez que Conformité Québec vous accompagne là, pour une transition harmonieuse à la loi 25, vous pourrez vous rendre sur le site de ma loi 25 là, et préciser là, que vous désirez être accompagné par Conformité Québec. Puis, juste pour terminer ce pan-là du, du webinaire, hier, j'étais au rempart, puis je me suis mis à discuter avec une personne qui était à côté de moi. C'est un préparateur d'impôts, un chic type. Le monsieur, à l'époque, avait un cabinet comptable qui s'est départi. Le monsieur est rendu à 78 ans. Euh, il a 600 clients d'impôts, puis on faisait du small talk un petit peu. On parlait Puis je suis venu sur la loi 25, puis je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites au niveau de la loi 25? Il n'y a pas eu de réponse, là. Donc, il faut comprendre, là, que la loi 25, c'est une loi, dans le fond. Les pénalités sont salées. Euh, Ne pas s'y conformer, ça risque de coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que s'y conformer. Je donne un exemple, là. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, là. Je ne vais pas passer pour un cheap ce matin, là, mais les coûts sont importants pour moi. Et puis, on a pu là, me setuper, si on veut, là, pour un coût inférieur à 2000 en infrastructure TI, c'est-à-dire serveur UPS pour s'assurer que le serveur reste toujours sous tension, même en cas de panne. Et également, Sylvain, qu'est-ce que tu m'as fait acheter? Backup, des Backup, backups, oui, des effectivement, du backups, c'est backup. super Donc, important. les données sont enregistrées directement sur mon serveur, puis sont backupées sur un disque dur à côté. Puis ce disque dur-là peut également être délocalisé pour assurer encore une plus grande sécurité. Donc, je crois que la sécurité informatique, là, aujourd'hui, en 2024, ça coûte plus cher que de s'en passer, là. Je vous laisse sur ces petits mots de la fin. Puis écoutez, je vais conclure le webinaire de ce matin en remerciant toutes les personnes qui ont participé. Écoutez, là, sans vous, nous n'aurions pas pu organiser un si bel événement. J'aimerais remercier spécialement Jessica, là, qui est derrière toute la logistique au niveau de l'événement. Écoutez, on a comme probablement comme vous tous, là, des vies de fous là, où on travaille énormément. Ça n'aurait pas été possible cet événement-là sans Jessica. J'aimerais remercier également là, Rémi qui nous a interpellés lorsqu'il a vu la publication. Là. Je pense que la subvention qui est offerte justement par Maloi 25, c'est une belle occasion pour les TPE et les PME
d'embarquer là, d'embarquer là, à répondre aux exigences de cette loi-là. J'aimerais remercier également Jonathan et Cédric Boivin de Secure Exchange, Cédric ne peut pas être présent au moment actuel. Puis écoutez, dernier remerciement. Écoutez, c'est samedi matin. On le sait que vous avez tous des familles et tout. On aimerait vous remercier d'être là pour une dernière fois. Et puis, on tentera là, de partager le lien du webinaire là, pour consultation ultérieure. Puis, je terminerai en disant que Conformité Québec, là, via le groupe Comptabilité Fiscalité Québec, travaille à pied d'œuvre là, pour offrir là, aux membres de Comptabilité Fiscalité Québec des rabais avec en tout cas des éditeurs de logiciels bien connus que vous utilisez probablement. On travaille également là, en parallèle là, avec CPA Québec, puis on va approcher des universités également. Je pense à l'UQTR, là, je pense à la chaire de fiscalité de l'Université de Sherbrooke pour offrir là, d'autres formations comme ça là, pour vous aider là, dans votre quotidien là, au niveau de la comptabilité et fiscalité. Bien, écoutez, merci à tous pour votre temps. C'est fort apprécié. Je crois que c'est une belle réussite. Merci à tous les panélistes. Merci aux participants. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci tout le monde. Bonne Au journée. revoir.